Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier pendant le cinéma des années 20 et 30, c'était que c'était projeté dans cette salle gigantesque, qui avait 2000 ou 5000 places. Et quand j'étais à Détroit, il y avait un cinéma qui est toujours en fonction, le Fox Theatre, qui a 3000 places, je crois. Et c'est Douglas Fairbanks qui m'y fait penser. Et il y avait une projection d'un Robin Hood, un Robin des Bois, avec Douglas Fairbanks. Et ils avaient joué avec l'orchestre de Détroit la partition originale qui était composée pour le film muet. Et c'était comme Bayreuth, c'est-à-dire qu'il y avait l'orchestre complet de Détroit sous l'écran qui jouait une sorte d'ouverture, et après quoi qu'il s'est enfoncé dans une sorte je ne sais plus comment on appelle, de fosse d'orchestre, et le film commençait avec l'orchestre de 120 musiciens. Complètement. Et c'est comme ça qu'on voyait les films. Alors évidemment, les stars étaient des choses absolument gigantesques. Gigantesques, ouais. Le visage était gigantesque. Les visages étaient complètement gigantesques. Et ce qui fait qu'un mauvais film faisait autant d'effet qu'un bon film. Le contexte était tellement gigant. Sternberg était quand même un Américain. C'était quelqu'un qui était complètement américain. Et par ailleurs, Dietrich a protégé Sternberg. Voilà. Parce qu'il n'aurait pas continué normalement. Mais il était quand même mieux armé que Stiller. Parce qu'il avait déjà fait des films, alors que Stiller est arrivé à Hollywood et il n'a rien compris. Oui, non, il connaissait parfaitement le fonctionnement. Ouais. D'ailleurs, il a fait un film extraordinaire sur le fonctionnement des studios, vous l'avez vu sans doute, qui est le The Last Command. Non, vous n'avez pas vu ça? J'ai pas vu. C'est un film muet, donc avec Amy Jannings, qui est l'histoire d'un ancien russe blanc qui était... vous en parlez dans le livre. Voilà, et qui est ruiné par la révolution russe, qui se retrouve à Hollywood, et il se trouve dans la piétaille des figurants. Et le cinéaste pour lequel il travaille est un ancien rouge qui est devenu tyran, absolument tyran à Hollywood. C'est formidable comme tyran. histoire. Le film est extraordinaire. Il faut que je le voie. Et c'est un des très grands rôles d'Amy Jannings, le final est formidable. Et c'est l'idée qu'a Sternberg, il connaissait complètement les rouages de Hollywood. Et donc, en plus, avec son humanisme, il prenait pitié de la manière dont étaient traités les figurants. Il y a dans la première version de Star is Born, la version de Wellman avec Janet Gaynor, il y a un panneau extraordinaire à l'entrée du studio, tu sais, où on dit n'oubliez pas que Hollywood c'est 2 millions de personnes par an qui envoient des lettres pour être acteurs et on en retient 150, que c'est machin, etc. Enfin, une espèce de truc qui rappelle et qui... Je trouve que c'est une très très bonne version. La première, c'est la meilleure. Je ne l'ai pas vu. Formidable. Ouais. Hein? Il y a un DVD, mais pas de très bonne qualité, mais il y a un DVD français. À vrai dire, je ne vais plus au cinéma depuis que je ne vais plus à Paris. Oui, mais là, Wellman, de toute façon, vous ne le verrez pas au cinéma. Vous le verrez, mais notre manière, j'en parle un peu dans mon livre, notre manière que nous avons de regarder des films sur ordinateur, en arrêtant l'image et tout, c'est ce que souhaitait Sternberg. Ah oui? Et oui, il le disait à ses étudiants, parce qu'il a... Écoutez, si vous voulez comprendre un film, il faut que vous puissiez arrêter l'image, aller en arrière, même le lire comme un livre. Voilà. Il voulait que ces livres soient lus, parce qu'il savait l'ambiguïté du grand cérémonial de la projection d'un film dans des salles gigantesques. Donc... En fait, ce que j'aime bien, le truc que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que c'est quand même un livre littéraire avant d'être un livre de cinéma. C'est-à-dire que c'est un livre... Je vais vous avouer une chose qui ne sera pas très sympathique, c'est que quand j'ai écrit ce livre, je l'ai fait parce que c'était une manière pour moi d'avoir une bourse du CNL que j'ai eue. Et en même temps, il y a deux genres dont je me méfie, qui est la biographie,
parce que je pense que les Bollywood voulaient tout mettre dans une movie, et la critique de cinéma. Oui, mais la critique de cinéma, parce que Sternberg lui-même disait j'ai jamais rencontré un être humain qui ne soit pas critique de cinéma. Parce que tout le monde au cinéma a une opinion sur le film qu'il regarde. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, je pense que pour écrire sur le cinéma, c'est pas mal d'apporter quelque chose qui est extérieur à ces deux genres que sont la biographie et la critique de cinéma. Donc vous avez apporté cette dimension d'essai littéraire. Vous êtes gentil, mais aussi il y a aussi dans le style, dans le souci littéraire, pour tout livre, il faut qu'il y ait une clé. Oui. Il faut une clé, et la clé sur laquelle je me suis arrêté, c'est qu'à un moment de sa vie, Sternberg a eu une crise de cécité hystérique. Oui. Il a perdu la vue. Ouais, il a perdu la vue, donc c'était une réflexion sur la puissance de son regard, que tout se passait pour le regard, et voilà, donc je partais de cela. Qu'est-ce qui, dans son enfance, a fait que tout se soit concentré dans son regard, que ce soit une puissance du regard absolument exceptionnelle, et il le disait, un film, ça se passe là, dans mes yeux, et qui fait que voilà, à un moment donné, ça claquait. Ça claquait, il n'en pouvait pas. Et c'est vrai que cette sensation à la fois magique et en même temps impressionnante de trop-plein, on la ressent par exemple quand on voit Shanghai Express. Dans Shanghai Express ou dans l'Impératrice Rouge, il y a une espèce de profusion de choses qui se passent dans le cadre, un mélange à la fois de mouvements de pareil, mais en même temps on est dans des films qui sont complètement dans des films de studio, et souvent quand on regarde ces films de studio, ils sont en réalité un peu nus. Et chez Sternberg, pas du tout. Il y a presque trop de choses par rapport à ce que le regard peut absorber. Il voulait que la distance entre l'actrice, l'acteur et la caméra soit vivante. Il voulait que ce soit palpable. Et c'est d'ailleurs le seul cinéaste pour lequel il a avoué une admiration, c'est Eric Wondsheim. Et il dit à propos, ces films, même l'air était chargé d'électricité, dit-il. Et d'ailleurs, c'est un compliment que lui a fait de toutes les femmes qui avaient hélas un grand talent, Leni Riefenstahl, qui l'avait vu quand il tournait L'Ange Bleu, et qui lui avait dit, mais dans votre film, même l'air qui entoure les acteurs est vibrant. Ah, vous avez remarqué ça, disait-il. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est quelque chose de très impressionnant, parce que bon, ces années-là sont vraiment les grandes années du studio, c'est-à-dire tout est fait en studio, mais à un point... le monde est refabriqué en studio. Et ce qui est très intéressant, je trouve, chez Sternberg, et c'est vrai que votre livre aide à comprendre et à capter ça, c'est qu'on est en studio, on est dans le monde extraordinairement factice du studio, et en même temps, la profusion extrêmement maîtrisée de choses qu'on a dans le regard donne une impression de réalité qui est extrêmement forte. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, quand je me retrouve dans une ville chinoise... Vous pensez à Sternberg faite par Sternberg, non mais au cinéma, c'est plus... On a moins l'impression d'être en studio que dans une même ville, je sais pas, faite par Tay Garnett ou par un réalisateur, un bon réalisateur américain classique. Et en fait, et pourtant, on est dans un monde imaginaire, mais on est dans un monde imaginaire réel. C'est ça qui est c'est très étonnant. Parce qu'il avait un regard complètement vorace, qui était un monde intérieur extrêmement puissant.
et une capacité dans ce monde intérieur de dévorer la réalité et en faire, une réalité subjective qui est sa subjectivité à lui. Et il est vrai que la plupart des films, même des films très brillants, on a l'impression que c'est un reportage sur ce qui s'est passé sur le studio. Vous voyez, même parce qu'il faut dire que quand même dans cette très grande période, tourner un film, c'était très lourd, c'était techniquement très lourd. Donc il y avait beaucoup de travail. Avant de pouvoir filmer, il y avait un travail énorme, technique, et c'était une bonne chose. Maintenant, certains arrivaient à en faire un monde complètement subjectif, ils ne sont pas beaucoup. Stroheim le faisait, Murnau le faisait, et même si Murnau n'a pas fait beaucoup de choses à Hollywood, Sterner le faisait. Mais c'est parce que vous en parlez dans votre livre, c'était les produits des studios. Les studios étaient un peu comme les ateliers de peinture de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y avait toute une équipe, pas en Renaissance de peintres, et dans les studios hollywoodiens, toute une équipe technique et qui traitait un peu les mêmes sujets, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes scénaristes, avec les mêmes techniciens. Et puis au milieu, dans ce système, il y avait un génie qui faisait un monde personnel. Et comme à la Renaissance, tous les peintres peignaient des Madones aux enfants, et puis brusquement, il y avait un Léonard de Vinci, il y avait un Raphaël qui faisait une chose que tout le monde faisait, mais eux le faisaient. Il y en a un qui fait différemment aussi, c'est Borzegui quand même. Borzage. Enfin, les Américains disent Borzegui. Elle a fait un bon film avec Marlène Borzage. Oui, Désir. Désir est un film charmant, mais qui est un peu calqué sur un film précédent qui a été un grand succès avec Claudette Colbert et avec Clark Gable. New York, Miami. New York, Miami, voilà. Qui est un film formidable, mais il n'y a pas dans New York, Miami est un film de Capra. Donc New York, Miami, c'est un film. Capra, c'est quand même beaucoup, lui, un sociologue. Oui. Donc il a un regard extraordinaire, mais qui est un regard plus de sociologue qu'un regard d'esthète. Oui. Et donc le New York, Miami, c'est un film de sociologue, alors que Desire, c'est un film d'esthète quand même. Ah non, mais j'aime beaucoup Desire, autant que je trouve détestable Angel, parce que Lubitsch, j'aime pas Lubitsch, pas passons. Mais Lubitsch, c'est un sociologue aussi. Non, mais il y a des films de Lubitsch importants. Il y a des films de Lubitsch importants. Mais ce que je veux dire, c'est que New York, Miami avait eu un énorme succès public. Énorme. Donc ils ont refait avec Desire l'idée. Et l'Oscar. Oui, voilà. Et donc ils ont refait avec Desire cette traversée en voiture très amusante avec Gary Cooper et Marlène. Quand on voit un film comme L'adieu aux armes, par exemple, c'est quand même un film assez exceptionnel. Hein. C'est là, d'un seul coup, le monde du studio est transcendé aussi. Oui, mais je suis moins érudit que vous. J'ai vu le cinéma à travers Marlène et Sternberg, mais on peut pas uniquement. Mais Marlène, dans la période Sternberg, et sous le conseil de Sternberg, a fait un film sans lui. Après Blondenus, elle a fait Le Cantique des Cantiques avec quelqu'un qui était brillant, Mamoulian. Mamoulian, qui était un homme érudit, un homme raffiné, qui avait tourné la Reine Christine avec Garbeau. Et l'anecdote veut que Marlène, sans Sternberg, déjà mettait un grand miroir à côté d'elle pour vérifier les éclairages, pour voir si le visage de Marlène était recréé, et que de temps en temps, elle prenait le micro en disant « Joe, where are you? Joe, where is he? » Mais à mon avis, Mamoulian ne lui en voulait pas. Mamoulian devait être un homme suffisamment raffiné, et puis sûrement sûr de son propre talent, pour dire « Bon, Sternberg, c'est Sternberg. » Et puis voilà. Puis il avait tourné avec Garbeau, il avait l'habitude. Oui, non, mais c'était un homme de théâtre aussi. Il avait fait la mise en scène de la pièce Porgy and Bess. C'était quelqu'un de plus qu'estimable. Mais dans ce système-là, Sternberg était considéré comme un casse-bonbon, quoi. Parce qu'il avait des préoccupations. En fait, si on regarde bien, dans les studios, parce que chaque studio a sa ligne éditoriale, en fait, à l'époque. Donc, par exemple, vous avez un studio qui a une ligne éditoriale qui est, encore une fois, qui est très sur le regard sociétal, qui est la Warner. La Warner, c'est vraiment... Et d'ailleurs,
le film que va tourner Marlène avec la Warner, L'entraîneuse fatale. Ah oui, c'est très drôle. C'est un film très intéressant, oui. Mais là, pour le coup, c'est un film qui se passe avec des ouvriers de l'électricité. Oui. Enfin, c'est un film qui est complètement... c'est un film produit par Mark Ellinger, qui était quelqu'un qui était un producteur qui ne voulait faire que des films portant un regard social sur le monde. Donc, elle est embarquée dans un univers qui n'est pas le sien, dans lequel elle se débrouille très bien. C'est une très bonne actrice. Elle est très très bien dans ce film-là, mais elle est embarquée dans un univers dont le propos n'est pas en premier lieu esthétique, dont le propos est en premier lieu de faire passer un certain nombre de choses sur la société. Vous savez qu'à un moment donné avaient été décrétés les box-office poisons. Oui. C'est-à-dire, il y avait Dietrich, il y avait Garbo, il y avait Crawford. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils en ont voulu. Et donc, il y a une période où Marlène n'a pas tourné pendant 2 ans. Et elle a eu une proposition qui était de faire un western. Oui. Et elle a éclaté de rire. On me demande de faire un western. Et Sternberg a dit non, fais-le. Et c'est Destroy It Again. Oui. Qui est un peu un modèle pour ce que fera Barbara Stanwyck après. Absolument. Et qui a bien marché d'ailleurs. Ça a très bien marché. Ça a relancé la carrière de Marlène. C'est un film de cow-boy avec des bagarres dans les saloons. C'était très brillant. Et donc, on lui a proposé des rôles d'entraîneuse fatale, quoi. De femmes qui mènent la pagaille partout. Et là, c'est Raoul Walsh qui l'a fait. Parce que c'est quand même enfin, l'arrivée de Marlène dans le monde de Raoul Walsh, c'est un monde important dans le monde d'Hollywood. Raoul Walsh, encore une fois, c'est un cinéaste de la Warner, c'est un cinéaste... Il était déjà très vieux, non? Non, il n'était pas vieux, il était expérimenté, mais il n'était pas très vieux. Je confonds avec qui, je sais plus. Raoul Walsh, il va encore faire des films dans les années 50, etc. C'est pour ça que je confonds, c'est parce qu'il a tourné très vieux. Non, Walsh, c'est un réalisateur très important et qui, très souvent, dans ses films, montre un peu, mais avec une forme de tendresse aussi, mais une forme de brutalité des rapports sociaux. Les gens si je devais trouver un adjectif pour définir les gens chez Walsh, ils sont gouailleurs. Vous voyez, c'est du... Et même Marlène aimait bien être gouailleuse. Mais voilà. Elle adorait être gouailleuse. Et donc un film comme L'entraîneuse fatale transporte Marlène dans l'univers gouailleur et un peu social de la Warner et de Raoul Walsh. Donc ça c'est un exemple. Après, vous avez à l'époque, vous avez la MGM. Donc la MGM, par définition, c'est le studio de Garbo. C'est un studio qui va faire des films extrêmement... qui vont avoir énormément de succès public, qui a une forme d'ambition esthétique, qui est représentée par Irving Thalberg, son directeur des productions. Thalberg a commencé avec Thalberg. Avec Thalberg. Ils se sont engueulés. Mais oui, parce que c'est une comment dire, c'est une ambition esthétique qui reste quand même gouvernée par le souci de l'audience. Par exemple, quand la MGM produit avec Garbo Anna Karénine, ils se rendent compte que les gens des États du centre des États-Unis n'aiment pas la fin d'Anna Karénine, et donc ils retournent une autre fin d'Anna Karénine. Elle se suicide pas, dans laquelle elle ne se suicide pas et dans laquelle elle finit le film heureuse. C'est un univers où l'esthétique est très présente, là pour le coup, mais où où on sacrifie quand même beaucoup de choses à l'impératif d'audience. Et en somme, Paramount était plus expérimental. Et alors Paramount est d'abord plus expérimental dans un côté un peu plus intellectuel, un peu plus olé aussi. Paramount, dans les films de la Paramount, vous avez
très souvent, dans la période qu'on appelle la période pré-code, c'est-à-dire la période avant que avant 36. Avant 34. 34, en fait. Avant 34. Ah oui, c'est vrai, mais l'Impératrice Rouge est le dernier film avant pré-code. C'est un dernier film, c'est le dernier film pré-code de Marlène. Donc dans les films pré-code, on a vraiment cette liberté qu'il n'y a pas dans les films ultérieurs. D'où les grivoiseries de Mae West. Et dans les films Paramount, on va trouver les grivoiseries de Mae West, on va trouver aussi, par exemple, la Paramount va faire les premiers films de Jeannette MacDonald. Jeannette MacDonald, c'était une chanteuse. Oui, et là Sternberg en a fait un. C'était une chanteuse, mais c'était aussi quelqu'un qu'on appelait la reine de la nuisette, parce qu'elle se baladait dans les films moins habillée qu'on ne le faisait souvent. Donc la Paramount, il y a en fait, la Paramount est un studio plus provoquant. Et c'est pas un hasard aussi s'il est. Mais qui était le directeur c'est Schulberg qui était le directeur à Paramount, c'est ça? Bud Schulberg. Oui. Et qui laissait libre Sternberg. Il le laissait complètement libre. Et hélas, après est venu Lubitsch qui a voulu éliminer Sternberg. Mais parce que la Paramount aimait la provocation. Et je pense que s'ils laissaient faire Sternberg, c'était bon, ils avaient compris qu'il y avait, mais c'était pas tant par admiration pour son génie d'esthète que pour sa capacité de provoquer. Non, pas uniquement ça, c'est parce qu'à un moment donné, on avait demandé à Sternberg de refaire les intertitres, les sous-titres. Je ne veux pas rattraper le film, mais si vous voulez, j'en retourne la moitié. Et Schulberg dit, mais c'est pas possible, on va pas faire 3 ou 4 semaines de tournage. C'était pour les enfants du divorce, non? C'est ça, Children of Divorces. Et il a dit, je vous fais ça en 3 jours. Et en 3 jours, il a retourné la moitié du film, et c'était une réussite. Et le film est extraordinaire. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah ouais, il est formidable. Oui. Et il a refait la moitié du film, et il a montré une capacité technique extraordinaire, à dire, quand même, s'il fait des choses... Dans Les Enfants du divorce, il y a des scènes, là, je crois que c'est la scène où Clara Bow... mais finalement, je l'ai vu, c'est vrai que c'est avec Clara Bow. Ou dans la scène où elle s'en va, qui est une scène extraordinaire, où elle... Non, c'est... Alors on a parlé de Marlène après Sternberg, maintenant parlons un peu de Sternberg après Marlène, les films qu'il a fait après. Parce que il y a des choses navantes, mais il y a en tout cas un film extraordinaire qui est Shanghai Gestion. Ah oui, formidable. Qui était absolument extraordinaire. Il y a un film qui est complètement oublié, mais qui a beaucoup de qualité, qui est Sergeant Madden. Sergeant Madden parce que je ne l'ai pas vu celui-là. Oui, il est très rarissime. Rarissime parce que dans Sergeant Madden, qui doit être un film à la gloire de la vertu du policier, en réalité c'est l'histoire d'un policier qui a un fils qui devient délinquant. Et au fur et à mesure, Sternberg prend le parti du délinquant. De la souffrance du criminel. Il y a une scène finale admirable où le délinquant finalement se suicide, se livre à la police, tire en l'air pour que la police lui tire dessus. Et c'est exactement ce qui s'était passé pour Underworld, les Nuits de Chicago, et également pour les Docks de New York, où l'accusé finalement capitule et se livre lui-même à son châtiment. Mais enfin bon, ce n'est pas un film aussi extraordinaire que Shanghai Gesture. Et puis bien sûr, il y a le dernier, The Saga of Anatan. La Saga of Anatan, où alors il retrouve... qu'il a tourné entièrement comme il le voulait au Japon, et où vraiment tout se passe dans son regard. How could we know that we had brought the enemy with us in our own bodies? An enemy that would attack without notice.
Anathan, c'est un truc, c'est un film complet, enfin c'est un ovni total. Oui. C'est des soldats japonais des soldats japonais qui continuent la guerre dans le dit Anathan. Ils ne savent pas que la guerre est terminée. C'est toujours une allégorie d'Hollywood, d'ailleurs, comme l'impératrice rouge. C'est-à-dire un monde qui est dans une bulle en dehors de la réalité. Et puis en plus, il a tourné ça plus qu'en studio, dans un hangar, etc. Et il a quand même, et avec l'impératrice rouge, et avec Anathan, repris des techniques du muet. C'est-à-dire que dans l'impératrice rouge, qui est un film de splendeur visuelle, et musical aussi, il y a tout le temps des intertitres. Oui, tout à fait. Tout le temps des intertitres, comme dans un film muet. Et dans Anathan, c'est autre chose, c'est-à-dire que les acteurs parlent japonais, donc le public anglo-saxon, européen, ne le comprend pas. Et il y a le commentaire de Sternberg par-dessus, pour qu'il y ait une sorte de distance, et que ce soit un objet visuel et sonore, d'une certaine manière incompréhensible, mais qui s'impose comme cela. Il a quand même gardé l'idée que le grand cinéma, c'était le cinéma muet. Alors, le grand cinéma, c'est le cinéma muet, mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est quand même l'univers littéraire de Sternberg. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce... Parce que Sternberg est vraiment... parce que, comme tous les réalisateurs, il est obsédé par l'image, et comme tous les réalisateurs, il a un œil... enfin, les vrais réalisateurs... Il se voulait peintre, mais ces tableaux ne sont pas terribles. Donc, son monde est un monde d'images, mais en lisant votre livre, on a l'impression qu'il est imprégné de littérature plus que n'importe quel autre réalisateur. C'est-à-dire que je résume ces films comme on résume un livre, d'une certaine manière, un roman. Et il avait plusieurs admirations, et une de ses grandes admirations était Zola. Et il voulait, à un moment donné, c'était juste avant la guerre, et c'était la cause d'ailleurs de sa cécité hystérique, il voulait adapter Germinal. Et il voulait que ce soit une distribution internationale. C'est Jean-Louis Barrault qui devait faire, c'est Lantier, je crois, le héros de Germinal. La production devait être autrichienne, et les Autrichiens disaient oui, vous faites ce que vous voulez et tout. Il y a eu l'Anschluss, et il est retourné à Londres pour travailler très très fort sur le scénario de Germinal, et c'est là qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. La vue a claqué. Il était pris de cécité hystérique, il est allé dans un hôpital psychiatrique, et puis ça s'est passé. Et c'est curieux parce que quand les cahiers du cinéma se sont enthousiasmés pour Anathan et pour tout Sternberg dans les années, les années 50, 56. Beaucoup d'intellectuels français qui faisaient de l'excellente critique cinématographique, parce que à l'époque des cahiers du cinéma, la critique cinématographique était très intéressante quand même. Et ils l'ont comparé à Baudelaire. À Baudelaire, à cause des artifices, idole, elle doit se dorer pour être adorée, etc. Et Sternberg dit non, je n'ai jamais été attiré par Baudelaire. Mes influences, disait-il, ont été Zola, Dickens, parce que pour le côté social, misère, et Schnitzer. Schnitzer, qui a d'ailleurs, on retrouve en partie Libellin dans La femme et le pantin. Oui. Il lisait. Pantin qui est tiré d'un livre d'ailleurs de Pierre Louis. Oui, bien sûr, mais toute la fin, c'est comme l'Ange bleu. La fin de l'Ange bleu, le film, n'a rien à voir avec le roman. Le roman est formidable. Ouais, le roman est très remarquable, mais la fin de l'Ange bleu, c'est-à-dire le professeur qui va mourir dans son collège, son lycée, c'est pas du tout. Pas du tout. Et dans le livre de Pierre Louis, il n'y a pas du tout la fin du film de Sternberg, qui est une sorte de suicide. Parce que le Pasquale défie en duel son jeune rival, et il tire en l'air pour être abattu. En fait, il n'en meurt pas, mais c'est suicidaire. Et ça c'est un peu dans Libellin, où il y a un duel suicide. Et voilà,
Parce que en fait, c'était une manière de dire j'en ai terminé avec Marlène, je tire en l'air. Et puis, de toute façon, pour l'Impératrice Rouge, qui va être donc projetée, disons-le, à la Filmothèque du Quartier Latin le 3 avril, c'est une grande allégorie de la conquête d'Hollywood par Marlène. Là aussi, l'Impératrice Rouge, ce qui est frappant, c'est quand elle arrive dans les palais russes et où elle est submergée par les images, les gargouilles. Les gargouilles, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est une scène absolument extraordinaire. Oui, il y a des choses inouïes dans l'Impératrice Rouge, la scène du mariage, où pour montrer l'émotion de la Sophia Frédéric Catherine, il y a un énorme plan de Marlène où on voit quasiment que ses yeux derrière une voilette et une bougie à côté, et pour montrer qu'elle est émue, la flamme de la bougie aussi au rythme de sa respiration. Et à ce moment-là, la musique s'arrête. C'est inouï. C'est inouï. Mais je pense que c'était un petit peu un hommage à Eric von Stroheim, parce que dans Queen Kelly, il y a une très belle image de Gloria Swanson. Vous en parlez de Swanson, j'imagine, bien sûr. Et Gloria Swanson, où on la voit dans une église, son visage entouré de flammes de bougies. Alors Swanson, j'en parle beaucoup, mais dans mon introduction, parce que elle est pas. Moi, c'est mon livre, c'est un livre sur les actrices du parlant. Donc Swanson. Bon, elle avait fait quand même, fait ça une bonne bord. Oui, mais j'en parle. Elle n'était pas si vieille d'ailleurs. Elle avait 50 ans dans cette saison-là. Mais bon, elle disparaît quand même quand le parlant arrive, quoi. Oui, parce que c'était une femme d'affaires, en fait. C'était un personnage extraordinaire. Qui a épousé un marquis de la Falaise, je crois, après. Absolument. Qui est devenue, voilà, une mondaine de très haut niveau, une femme extrêmement intelligente. Et bon... Alors, elle a existé en dehors du cinéma. En dehors du cinéma. Chez Sternberg, il faut peut-être parler un peu des hommes. Parce que sa grande vedette avant Marlène, c'était George Bancroft. C'était George Bancroft. George Bancroft. Qu'il a découvert. Pardon ? Qu'il a découvert, ou en tout cas... Enfin, qu'il a employé. Bancroft avait déjà 40 ans quand il a tourné ce film extraordinaire qui est Underworld, Les Nuits de Chicago. Lui-même... Bon, il a fait ce qu'on devait faire, parce que George Bancroft, ce qu'il y a de très intime dans ce qu'en a fait Sternberg, c'est George Bancroft, c'est en gros la figure de son père, Sternberg. Le père de Sternberg était une brute au grand cœur, qui adorait sa femme et qui l'a brutalisée, qui a tout fait pour entretenir sa famille. Et Bancroft, qui a été vedette dans 4 films de Sternberg, dont son premier film parlant, qui est remarquable, Thunderbolt, l'Assommoir. Et Bancroft, ça a été la créature de Sternberg, et les femmes étaient un peu des faire-valoir de Bancroft dans les films de muet de Sternberg. Bancroft ne s'intéressait pas particulièrement. Il faisait ça, il disait à Sternberg, c'est formidable ce que je fais, tu aimerais être comme moi. et voilà, donc c'était la vedette, c'était Bancroft. Et Marlène, à un moment donné, a été une chose extrêmement intelligente. Quand Sternberg a remarqué Marlène et a dit « ce sera elle qui sera l'ange bleu, Lola », il a convoqué Marlène. D'abord, Marlène a dit « mais il n'y a pas de rôle pour moi, vous serez le rôle principal ». « Mais non, mais écoutez, j'ai fait 3 films, on en avait fait une quinzaine, j'ai fait 3 films, j'étais mauvaise dans les films. Mais en gros, on disait, vous savez, personne n'a su me photographier. Autrement dit, aucun metteur en scène n'était à ma hauteur. Et elle lui dit autre chose très habile, elle dit, j'ai vu au film, vous savez diriger les hommes, mais vous ne savez pas diriger les femmes. Les hommes, c'était Bancroft. Donc c'était un défi remarquable à Sternberg. C'est une manière de lui dire, vous n'avez pas eu l'actrice à votre niveau. Et l'actrice à son niveau, il l'a eu avec Marlène. Alors, après, on va retrouver Sternberg quand même avec des hommes qui vont devenir des hommes importants du cinéma, puisque finalement, et d'abord dans les films avec Marlène, dans les films avec Marlène, on va trouver notamment Gary Cooper et Cary Grant,
qui sont pratiquement les 2 acteurs les plus importants d'Hollywood. Oui, mais qui existaient en dehors de films de Sternberg, complètement. Oui, mais alors mais c'est quand même intéressant parce que Cooper, on est quand même s'il était déjà une vedette, on est quand même à une époque où sa persona n'est pas encore complètement formée. Et puis ils étaient jeunes à l'époque, après on les revoit à 70 ans avec des actrices. Non, mais Cooper, ce que je veux dire, il y a le moment décisif dans la vie de Gary Cooper, c'est quand il tourne avec Capra, l'extravagant Mr. Deeds, qui est encore jeune, mais là il devient l'incarnation du jeune good guy. Bon. Et donc, quand il tourne dans Cœur brûlé, il n'a pas encore fait ça. Et donc, la persona cinématographique de Cooper n'est pas encore complètement mûre, n'est pas encore complètement. Oui, mais il est très bien dans Morocco. Non, mais il est très très bien. Mais c'est intéressant très bien. Comment ça se passe alors entre Cooper et Sternberg je crois que Cooper Sternberg dit que c'était un des hommes les plus adorables que j'ai vu. Il était tellement gentil, tellement adorable. Il était avec une maîtresse qui s'appelait Lupe Vélez, je crois, et qui était horriblement jalouse, qui était tout le temps sur ses genoux en attendant qu'il tourne avec Marlène. Avec qui il avait tourné un film formidable qui s'appelle Le Chant du Loup. Ah, je ne l'ai pas vu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il était jeune et très beau. Et même Marlène était très belle, ça fait un très beau couple. Et on comprend qu'elle part dans le désert pour le suivre. Et en revanche, dans Blonde Vénus, Cary Grant, il sait pas, ça va pas du tout. Il est trop jeune, il a un rôle de machiste protecteur, ça va pas. Alors, ce qui est drôle, c'est que Cary Grant, à l'époque, était sous contrat avec la Paramount. C'était avant qu'il devienne vraiment, lui, pour le coup. Mais il était avec Mae West. Cary Grant, et donc il était dans parfait. Les films de Mae West. Il était le jouet de Mae West. Voilà. C'était très drôle. Voilà. Il était vraiment dans son rôle. Il était dans un. Disons qu'il s'est fait connaître comme ça, mais après, il a été beaucoup plus que ça. Après, il était beaucoup plus que ça. Mais disons qu'avec Mae West, ça marchait très bien. Oui, ça marchait. C'était un jeune type, beau garçon, qui était manipulé par Mae West. Exactement. Donc ça allait très bien. Et le fait qu'il soit un peu en dedans et qu'il soit un peu timide, c'était parfait. Répondait assez bien aux besoins. En revanche, le problème de Blonde Vénus, qui est un film que j'adore, parce qu'il y a des fulgurances extraordinaires dans Blonde Vénus, c'est qu'ils venaient d'avoir un très grand succès avec Shanghai Express, que j'aime moyennement, relativement aux autres, mais enfin peu importe. Shanghai Express est un très très grand succès, qui a sauvé la Paramount d'une faillite, et après on a attendu de Sternberg et de Marlène qui refassent un succès. Et tout le monde s'y est mis au scénario, tout le monde s'en est mêlé, donc Sternberg était exaspéré, et c'est pour ça que c'est un film à la fois bancal, et avec des moments où Sternberg casse la baraque, entre autres avec le numéro extrêmement drôle du gorille, mais qui a de profondes significations. Parce que vraiment, le gorille, c'est Sternberg lui-même. Et la Vénus qui sort de l'intérieur du gorille, Marlène, c'est la créature de Sternberg. Ça, c'est formidable. Il y a des choses... Et alors, là, il n'en pouvait plus, et c'est là qu'il a conseillé à Marlène de faire un film sans lui, qui était le film avec Mamoulian. Et puis après quoi, il s'est relancé se relâchant complètement avec l'Impératrice Rouge et la Femme et le Pantin. Il dit là, je fais entièrement ce que je veux, et tant pis, ce seront des échecs publics, je vais me faire détester détester la Paramount, entre autres détester Low Beach, et donc il a fait 2 films extraordinaires, et ça reste quand même si je préfère La Femme et le Pantin, ça reste quand même l'Impératrice Rouge, qui est un monument à Marlène et un monument de splendeur visuelle extraordinaire. C'est absolument magnifique. On a beaucoup fait le parallèle entre Marlène et Greta Garbo. C'est drôle. Et il y a effectivement deux duos de films
c'est X-27 et Matahari, et puis l'impératrice rouge et la reine Christine. Alors, peut-être, vous nous direz, notamment sur X-27 et sur Matahari. Moi, je voudrais dire quelque chose sur la reine Christine et sur l'impératrice rouge. C'est que, quand même, ces deux films illustrent extraordinairement bien la différence de posture qu'il y a dans la vie entre Marlène et Garbeau. C'est le grand film de Garbeau, la reine Christine. Mais si vous regardez la grande différence entre les films, c'est que la reine Christine se termine au moment où Garbeau abandonne le trône. Exactement. Et donc elle quitte le navire, comme à un moment elle quittera Hollywood. Dans une image sublime. Dans une image absolument sublime. Là, c'est du Mamoulian. Et puis le visage de Garbeau. Le visage de Garbeau. Mais c'est extraordinaire. Ce film mériterait d'être beaucoup plus vu et revu qu'il n'est vu. Il est assez difficile à voir. Hein. Mais c'est le meilleur film de Garbeau. Mais c'est le meilleur film de Garbeau. C'est un film extraordinaire. Mais donc, c'est quand même un film dans lequel une femme décide de faire absolument passer sa vie de femme, ce qui était le cas de la reine Christine, d'ailleurs, elle est allée à Rome et décide donc que ça, au fond, elle décide que sa personne intime est plus importante que sa personne publique, ce qui, quand on le renvoie à une actrice, est quelque chose de très intéressant. Et en fait, l'impératrice rouge, c'est quand même exactement l'inverse. C'est-à-dire le film se termine au moment où elle prend le pouvoir. Donc avec cette chevauchée, les chevaux qui montent les escaliers, ce qui est absurde, sauf que c'est sublime. Et puis la dernière image qui est quand même très ambiguë, parce que Marlène montre un visage complètement carnassier. Elle a un sourire avec les dents comme ça. Elle est pas belle, elle est effrayante. Elle est effrayante, et donc elle a fait ce que Sternberg lui a dit. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces deux très grands films, qui sont L'Impératrice rouge et La famille Pantin, ce sont les plus grands monuments élevés à Marlène Dietrich, et en plus c'est un règlement de compte. Il n'en peut plus. Il a fini par détester Marlène. Alors qu'il en était amoureux, bien sûr. Il en était amoureux, mais là, il a fini par la détester. Et au moment où il la montre dans un visage carnassier, et puis d'une femme manipulatrice, et c'est en même temps les monuments où elle est la plus belle, là où les films sont les plus flamboyants. C'est très étrange. C'est très étrange. Oui, c'est ces actes de capitulation, mais une capitulation qui devient une apothéose. Alors, on a parlé aussi du parallèle Reine Christine et Impératrice Rouge, mais il y a aussi un parallèle important, c'est le parallèle entre Matahari et X-27. X-27 est très supérieur. X-27 est très supérieur. Très supérieur. Et justement, dans votre livre, vous montrez à quel point le couple esthétique entre Sternberg et Marlène est peut-être pratiquement à son apogée à ce moment-là. Dans X-27, parce qu'ils étaient amants à l'époque encore, Marlène est présentée dans toutes sortes de déguisements érotiques. On la voit, y compris en servante. Avec cette scène extraordinaire où il y a un officier qui la voit par en dessous avec sa jupe alors qu'elle est servante. Le final a été très admiré par Eisenstein. Eisenstein, qui après a été un peu agacé par Sternberg, mais enfin avait admiré le final de X-27, où elle est fusillée. Et c'est très, très, très ambigu, parce que ce qui se passe, c'est que c'est un jeune soldat amoureux de X-27 qui est chargé de baisser le sabre, le peloton d'exécution. Et il ne le fait pas. Oui. Donc il y a un roulement de tambour qui dure. On voit Marlène qui attend la mort, un visage extraordinaire. Le garçon jette le lit, il dit: je ne tuerai pas une femme, je ne tuerai pas un homme, je ne tuerai plus personne. Vous appelez ça la guerre, moi j'appelle ça une boucherie et tout ça. Et pendant ce moment, Marlène, qui croit avoir un sursis, en profite pour remonter ses bas.
Alors, ou bien on trouve ça sublime, et c'est sublime, ou bien les gens éclatent de rire, parce que, voilà, c'est comme elle pensait qu'elle allait reprendre son... Et puis finalement, c'est tout Sternberg, il y a quelqu'un qui prend le commandement, le peloton tire, et puis elle tombe sous l'impact des balles. Mais même avant, il y a toute une histoire, c'est-à-dire avant même de donner le signal de l'exécution, le jeune soldat vient avec un bandeau en lui disant « Est-ce que vous voulez qu'on vous bande les yeux ?» Elle prend le bandeau et elle essuie les yeux du garçon qui pleure. C'est magnifique. C'est sublime. Alors, les hommes chez Sternberg, continuons un peu, donc juste quand même sur parlons des hommes, sur Cooper et sur Grant. Donc Cooper, effectivement, Sternberg dit dans son livre, dans les souvenirs d'un montreur d'ombre, qu'il était adorable, mais il lui reproche quand même des articles sortis ultérieurement, dans lesquels Cooper reprochait un peu à Sternberg. Vous savez, c'était des articles complètement manipulés. Peut-être qu'il l'avait même pas dit. C'est tout à fait possible. Le Paramount voulant se débarrasser de Sternberg publier des articles fielleux. Alors, ce qu'on dit aussi sur Sternberg, et cette fois-ci quand même Cary Grant, c'est que Sternberg a quand même fait un truc important pour Cary Grant. Il a fait changer le sens des cheveux. Le sens de sa coiffure. Il lui a dit, vous avez l'arrêt du mauvais côté. Peut-être vous aussi, vous avez l'arrêt du mauvais côté. Et Cary Grant a gardé pour tout le reste de sa carrière l'arrêt du côté de Sternberg. Que Sternberg lui avait indiqué. Il y a quand même une légende comme quoi Sternberg était bisexuel et homosexuel. Je ne pense pas. C'est simplement parce que son esthétisme et son empathie avec les femmes et tout. En réalité, il a toujours été orienté vers les femmes. Il a eu ce qui est fréquent d'ailleurs chez les hommes sensibles aux femmes et plutôt féministes, c'est-à-dire il avait une empathie pour la situation des femmes. Dans tous les films muets, il y a une sorte de tendresse à l'égard des femmes et ça dure avec Marlène jusqu'à peut-être même Blonde Vénus, mais en tout cas jusqu'à Shanghai Express. Il y a une tendresse vers la situation des femmes. Donc une sorte d'identification aux femmes. Et après quoi, il était effrayé par le pouvoir sexuel. Épouvanté sur le pouvoir qu'elle pouvait avoir sur les hommes, d'où l'impératrice rouge et la femme et le pantin. Alors dans l'impératrice rouge, il y a quand même un homme incroyable. Il y a deux hommes d'ailleurs assez incroyables. Il y a John Lodge, qui est pas mal dans Bel Homme, qui va quitter le métier, qui va devenir ambassadeur. Et puis il y a un personnage extraordinaire. Mais c'est d'autant plus extraordinaire qu'il est de Sam Jaffe, qui était une sorte de gnome obsédé qui vit avec ses soldats, ses jouets, et qui a une maîtresse, qui joue l'héritier de l'Empire, et qui a une maîtresse brune, et c'est une figure de Sternberg lui-même. Ouais. C'est Sternberg lui-même qui a incarné cette détestation qu'il a, enfin, ce qu'il y a de plus noir des sentiments de Sternberg à l'égard de Marlène est incarné par St. James. À un moment donné, St. James dit « I hate my wife ». Je déteste Et puis, sa femme, sa maîtresse brune jalouse, c'est un petit peu la figure de la malheureuse Risa Rose de Sternberg, parce que Sternberg était marié quand il a rencontré Marlène, avec une actrice qui était pas vilaine, enfin bon, et qui s'appelait Risa Royce, et qui a fait des procès à Marlène, etc., qui a finalement obtenu le divorce à l'amiable, parce que sans doute on lui a donné beaucoup d'argent. Et il y a ça et là des figures de femmes brunes un peu jalouses de Marlène, on le voit dans Blonde Vénus aussi. Il y a une personnage qui s'appelle Taxi Belle, qui est comme Risa Royce, et qui dit à Marlène, c'est toi la Blonde Vénus alors? Enfin bref. Et donc, en effet, Sam
Sanjeev est fascinant, et parce qu'il est l'incarnation des sentiments les plus noirs de Sternberg à l'égard de Marlène. Alors, il y a ça, et puis... Sauf que l'autre, John Lodge, est aussi une incarnation de Sternberg. Mais dans le côté... Dans le côté, j'emmène la jeune Allemande à Hollywood. En tout cas, dans la cour de Russie. Alors, Sam Jaffe, il est quand même... il incarne, je trouve aussi, dans l'Impératrice Rouge, on dit souvent que dans les familles impériales, dans les familles du tsar, les gens étaient un peu dégénérés. Oui. Et donc là, il prend un air absolument dégénéré, qui est vraiment très très impressionnant. Et c'est marrant parce que ce type-là, à Hollywood, on lui faisait souvent jouer des rôles assez improbables, des trucs, des ovnis complets. Par exemple, dans Gunga Din, il joue Gunga Din, qui est un personnage d'Indien, un porteur d'eau indien, qui est complètement colonialiste. Bon, et donc c'est vraiment un personnage bizarre. Dans Quand la ville dort, de John Huston, qui est peut-être le plus beau des films noirs, il joue aussi un personnage assez incroyable, qui est celui d'un bandit intello qui à un moment laisse les flics le rattraper parce qu'il est un peu obsédé sexuel, et à un moment il y a une fille qui danse dans un café et il a tellement envie de revoir la fille danser qu'il remet de l'argent dans le jukebox alors qu'il sait que les flics sont derrière lui et que s'il ne s'en va pas tout de suite, il va être attrapé. Ça, ce sera dans votre prochain livre, Sam Jaffe. Sam Jaffe mériterait d'être traité dans le livre, oui. Mais il a détesté tourner avec Sternberg. Ah oui. Il a haï Sternberg. Mais vous savez, l'identification avec Sternberg, dans la scène où il est assassiné par un des amants de Marlène, et il dit avec une croix celui qui va le tuer, tu sais à qui tu parles à l'empereur. Et on lui dit, il n'y a plus d'empereur, il y a seulement une impératrice. Et donc, il n'y a plus l'empereur Sternberg, il y a seulement l'impératrice Marlène. Scène parfaitement authentique, hein. Alexis Orloff a étranglé Pierre III. Donc c'est vraiment... C'est drôle, parce que quand on voit ce qu'était la vraie Catherine de Russie qui multipliait les Allemands, c'était pas vraiment une beauté. Hein. C'est une femme hors du commun. Et puis Orloff lui-même n'était pas... Voilà. Mais la scène quand même... Et puis il y a la réalité aussi de l'enfant naturel. Bah oui. De l'enfant naturel qui deviendra empereur après. Lubitsch avait tourné une vie avec... Emilia Nix, une vie de ce fils naturel de Catherine de Russie. Et Sternberg avait vu le film dans la salle avec Emilia Nix. Emilia Nix lui avait demandé qu'est-ce que tu penses du film? Et Sternberg avait répondu Scheiße, autrement dit de la merde. Et Yannick s'était immédiatement allé le répéter à Lubitsch. Alors donc, haine éternelle de Lubitsch à l'égard de Sternberg. Voilà, donc Sam Jaffe, en effet, c'est formidable, et c'est une figure noire des sentiments noirs de Sternberg à l'égard de Marlène. Sinon, il y a un acteur que Sternberg semble avoir bien aimé. Alors je sais que vous aimez moins le film, mais moi j'aime bien le film quand même. C'est Shanghai Express, et donc il y a Clive Brook. Ah, mais Clive Brook était un ami de toujours. Qui est un ami de toujours et qui semble avoir été très important pour Sternberg. C'est un ami de toujours, oui. Il était un peu plus âgé que Sternberg. Très peu. Et ils étaient très camarades, et à un moment donné, Sternberg était assistant de film à Londres, ils étaient ensemble, et ils partageaient une chambre d'hôtel, et Clive Brook racontait une anecdote de Sternberg qui disait « Qu'est-ce que tu penses? Je laisse pousser mon moustache, je serais détestable davantage avec la moustache, parce qu'il faut qu'on soit détesté. Et il à un moment donné, il fait un raisonnement sur les épouvantails. Il dit que les épouvantails protègent les récoltes.
Et donc lui-même voulait être un épouvantail pour protéger son monde intérieur. Et puis il dit une chose qui est plus intéressante, c'est dit mais il y a des épouvantails d'une grande beauté. Et d'une certaine manière, Marlène a été l'épouvantail de beauté qui était une sorte de protection pour le monde intérieur que Sternberg exprimait dans ses films, que certains voyaient, certains ne voyaient pas, peu importe. Et oui, il fait une longue raisonnement sur l'utilité des épouvantails, et en disant, mais l'acteur, normalement, est le contraire de l'épouvantail. Il doit attirer au lieu de repousser, au lieu de faire peur. Oui, mais si l'acteur ou l'actrice attire complètement les regards vers lui ou vers elle, c'est une protection pour un cinéaste comme Sternberg. Sauf qu'après, à quoi ça l'a un peu agacé qu'on parle uniquement des films de Marlène. Ce sont mes films. Dans Shanghai Express, il y a quelque chose qui m'a assez intéressé, c'est qu'il y a la cohabitation de deux mondes du cinéma raciste hollywoodien. C'est-à-dire que le chinois est horrible. Non, mais justement, les États-Unis, à l'époque, étaient tellement racistes que quand quelqu'un était censé être noir ou asiatique et qu'il était un personnage important dans le film, ce n'était pas un noir ou ce n'était pas un asiatique qu'il jouait. Et donc, par exemple, le chinois, le seigneur de la guerre dans Shanghai Express, chinois, est joué par Warner Holland, qui était un Suédois, et ce Suédois jouait tous les rôles de Chinois à Hollywood. Il jouait Fu Manchu, il était vraiment le Suédois assigné au rôle de Chinois à Hollywood. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que néanmoins, dans Shanghai Express, on a aussi Anna May Wong, qui, elle est merveilleuse, elle est très belle. Et qui est l'exception, c'est-à-dire que c'est la seule femme asiatique, la seule actrice asiatique. Je rappelle par exemple que dans Terre chinoise, qui est un film qui se passe entièrement en Chine, de la MGM, c'est Louise Rainer, qui était autrichienne, qui joue le rôle de la chinoise. Et donc, c'est la seule chinoise qui a réussi à se faire au prix d'un parcours personnel très difficile, une place à Hollywood, c'est Anna May Wong. Et donc elle est dans ce film. Oui, mais ça fait partie de la tendresse, de l'empathie de Sternberg pour les femmes, de préférence jolies. Et Anna May Wong était à Berlin, elle se connaissait, Marlène et Anna May Wong se connaissaient bien. Et il y a une anecdote, je raconte, peut-être je l'invente, mais je ne l'invente pas, je crois, d'un technicien qui était aux projections des rushs de Shanghai Express et qui raconte que Marlène rigolait, elle disait « Regardez-moi ça », je lance le regard à droite, je rentre le regard à gauche, et elle riait d'elle-même tout en sachant qu'elle était sublime sur l'écran. Et il dit, le technicien, et moi j'ai dit « Oh, mais cette chinoise est formidable !» Regard furieux de Marlène, l'idée que Anna May Wong soit formidable. Mais là, Antoine, je vois pour la première fois votre livre qui est Hollywood, Cité des femmes, et vous me dites il y a 1000 pages. 1200 même. 1200 et beaucoup de... Et donc, en fait, vous avez traité du contexte. Alors, je suis parti d'un contexte qui était... En fait, il y avait trois choses. Le contexte des studios. Le studio, exactement. Il y avait on est dans le Hollywood des studios, et on a un peu sous-estimé le rôle des femmes dans le Hollywood des studios. C'est-à-dire qu'en réalité, les studios ont quand même créé un système dans lequel la femme était très importante, et à un moment, un certain nombre de femmes ont quand même repris, dans une certaine mesure, le pouvoir, ou ont eu une partie du pouvoir. Les studios étaient dirigés par des hommes. Justement, uniquement par des hommes. Et donc, les actrices étaient, d'une certaine manière, chargées de projeter le désir des hommes, de faire des femmes idéales. Oui, mais il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu par les hommes qui étaient les patrons des studios. C'est qu'elles ont pris le pouvoir. Il faut être toujours très nuancé quand on dit ces choses, mais ce qui s'est passé, et d'ailleurs le couple Sternberg-Marlène l'illustre parfaitement, c'est que dans le cinéma hollywoodien,
il y avait des gens qui voulaient être des auteurs. Il y avait Sternberg, il y avait ensuite Orson Welles, non mais même John Ford, Raoul Walsh, William Wellman, tous ces gens-là, c'est des gens qui faisaient quand même leurs films. C'est des gens dont on reconnaît les films, il y en a d'autres. Mais eux ont fait carrière, tandis que Sternberg et Welles, c'était difficile. Mais je ne limite pas le concept d'auteur aux gens maudits. Aux poètes maudits. Il y a des gens qui ne sont pas des poètes maudits et qui sont quand même des auteurs. Et donc à Hollywood, il y en avait un certain nombre. Bon. Et en fait, le matériau actoral sur lesquels pouvaient s'appuyer ces réalisateurs, notamment ceux qui voulaient être des auteurs, c'était des hommes et des femmes. Et donc, quand vous êtes un auteur, vous avez quand même besoin de quelqu'un, d'acteurs qui sont extraordinairement impliqués, qui travaillent, qui ont une personnalité exceptionnelle. Et en fait, au bout d'un moment, les réalisateurs se sont quand même rendus compte que les femmes, en moyenne, travaillaient beaucoup plus que les hommes. Et en fait, d'abord, elles arrivaient beaucoup plus tôt sur le plateau. Travaillaient à leur image, disons. Parce que le temps de... Non, pas... Elles travaillaient pas. Non. Une actrice comme Barbara Stanwyck, par exemple, arrivait sur le plateau en connaissant les répliques de tout le monde. Elle avait appris la totalité de la scène dans laquelle ça m'est arrivé avec une actrice de théâtre, mais mais elle le faisait pas, elle n'en faisait pas mauvais usage. Elle en faisait un usage vraiment pour bien savoir ce qu'elle avait à faire. Une Katharine Hepburn est quelqu'un qui a énormément apporté ses sujets. Olivia de Havilland s'est battue contre les studios et il leur a même fait des procès qu'elle a gagnés parce que on voulait la réduire à quelqu'un d'un peu secondaire et n'en faire que la petite copine de gagner son indépendance. Et gagner son indépendance. Oui. Donc en fait, en fait, tout ceci a été possible parce qu'il y a eu une espèce de pacte secret entre les réalisateurs et les actrices. Il y a Sternberg avec Dietrich en est une illustration, mais il y en a plein d'autres. George Cukor avec pas mal d'actrices et notamment avec John Crawford. Barbara Stanwyck, on l'a retrouvée très proche de Capra, très proche de Wellman. Il y a énormément de liens entre William Wyler avec Bette Davis. Les films de William Wyler sont vraiment les films qui permettent à Bette Davis d'accéder à une dimension supérieure. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui était un peu du registre de l'impensé collectivement. Et donc moi, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est vraiment de dire, attendez, le rôle des femmes, il s'est passé avec les femmes quelque chose qui va un peu plus loin que juste la création de la star. Mais Sternberg en avait conscience. C'est-à-dire dans le projet de l'Ange Bleu, et il avait décidé que le film ne pouvait être intéressant qu'à condition qu'il y ait une actrice excitante, disait-il. Le film sera ennuyeux, ce sera la déchéance d'un professeur un peu grotesque, de vanité, mais il faut qu'il trouve une personne magnétique. Il avait compris qu'il fallait une actrice exceptionnelle. Et dans son chapitre sur Marlène, où il dit quelques vacheries sur elle, mais enfin ça commence, Marlène Dietrich n'est pas une femme ordinaire. Et comme exemple, il donne qu'elle est allée chanter en Israël et se faire acclamer en chantant en allemand. Lui, comme juif, a été très très frappé. Elle dit quand même. Mais c'était quand Marlène était retournée en Allemagne en 60-62, je crois. Elle avait décidé de commencer à faire son récital en Allemagne et après quoi le faire en Israël. Là, il était très admiratif. Il lui arrive parfois de dire que d'abord, il reconnaissait qu'elle avait une énergie inépuisable, qu'elle épuisait tout le monde, mais elle, jamais. Elle travaillait énormément et que, par ailleurs, elle a donné des choses exceptionnelles. Mais
Mais votre livre a été une initiative personnelle ou c'était déjà un projet avec éditeur? Ah non, c'est une initiative personnelle au départ, mais quand j'en ai parlé à la fois à Thierry Frémaux et à l'Institut Lumière, et que lui en a parlé à Actes Sud, tout de suite ils ont dit c'est un livre qu'on attendait. Et vous l'aviez commencé déjà ou c'était... Oui, j'avais commencé. J'étais en tout cas, j'avais de façon assez claire le projet. Le plan, etc. Ouais. Ah, le plan, le projet, parce que le plan, il m'est arrivé alors que j'en avais des... Il se découvre votre travaillant. Voilà. Le livre de Jean, donc... Oui, pour moi ça fait une partie d'une série d'essais, sur des artistes qui m'ont toujours fasciné. J'ai commencé bien sûr, je dis bien sûr parce que je suis un peu connu comme spécialiste de Henry James. J'ai quasiment traduit toute l'œuvre de James, je l'ai adapté, et d'ailleurs une fois même pour le cinéma. Et donc mon premier essai, ça a été sur James et la peinture. Après quoi, j'ai écrit un essai sur les rapports de Baudelaire et sa mère, que j'appelais le scénario Baudelaire, parce que de toutes mes idées saugrenues, je l'écris sous forme de scénario de film. Excellent. D'un film qui ne sera pas tourné, mais je vous dis, c'était un genre littéraire. Après quoi, j'ai écrit l'essai sur Sternberg. Vous avez écrit quand même un... Ah, mais ça, c'est pas dans la collection. Il faut quand même rappeler que vous avez écrit un livre sur Marlène. Alors je raconterai pour Marlène. Et là, comme une de mes ambitions est d'être subventionné par le CNL, je vais avoir un autre projet d'essai, ce sera sur Berlioz, sur Hector Berlioz. Alors oui, l'origine de la chose, c'est qu'il se crée il y a plus d'une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années, une collection foliographie chez Gallimard, et Gérard de Cortance, qui avait créé la collection, me contacte, dit « Est-ce que vous avez envie d'écrire une biographie pour ma collection ?» Je dis « Écoutez, oui, moi, il y a quelqu'un, il n'y a pas grande littérature sur lui, c'est Sternberg. J'aimerais écrire une biographie de Sternberg. » Et Cortance me dit « Écoutez, ça m'intéresse, mais il faut que j'en parle aux autorités. » Autrement dit, aux commerciaux. Et les commerciaux disent « Ah ben non, Sternberg, il n'est pas connu, mais s'il veut écrire un livre sur Marlène, qu'il écrive un livre sur Marlène. » J'ai râlé pendant 24 heures, mais comme c'était une commande avec, je sais pas, 4 000 € d'avaloir, et puis de toute façon, ça me permettait de parler beaucoup de Sternberg, mais j'ai écrit ces choses, mais en plus, c'était quand même un format. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive un livre dans le cadre de la collection. Et ce que j'ai fait. Et au fond, c'est très bien que je n'ai pas eu l'occasion d'écrire sur Sternberg, parce que j'aurais dû l'écrire dans le cadre de la collection. Et puis j'ai attendu l'occasion d'écrire le livre que je voulais écrire, qui est celui-là, qui est ce qu'il est, mais qui est ce que je voulais écrire. Et là, j'ai été soutenu par le CNL, donc qui très généreusement m'a accordé quand même une année sabbatique pour l'écrire. Et donc le Seuil m'a suivi pour le publier. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce livre, c'est que on découvre vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, d'abord, on découvre la vie de Sternberg avant Marlène, qui a été une vie très importante, une vie de cinéaste, une vie qui est une œuvre. On comprend à quel point ce qu'il a fait est important, on comprend ce qu'il a fait aussi après elle, et donc là, on se dit, voilà, Sternberg, c'est vraiment un cinéaste important, et c'est un cinéaste qui a un projet esthétique extrêmement original, extrêmement tenace. Depuis l'origine jusqu'à la fin. Ouais. Ça, c'est quand même... je trouve que la puissance... J'ai rarement vu un livre qui nous fait partager autant la puissance du projet esthétique d'un réalisateur, et je dirais que ça vient à la fois de la qualité de l'écrivain et de la qualité du réalisateur. C'est-à-dire il faut un bon sujet. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, on sent qu'il y a un projet esthétique chez le réalisateur qui est d'une force assez incroyable, mais jamais jusqu'à présent quelqu'un n'avait dévoilé et partagé ce projet esthétique de cette manière-là. Je suis vraiment très heureux que vous me disiez ça, mais parce que j'ai un principe de critique, en tout cas pour Sternberg, mais pour tous les écrivains dont je m'occupe, c'est que je pense, c'est pour ça que je m'occupe assez peu du contexte, je pense qu'il faut comparer un artiste à lui-même.
Il faut chercher tous les échos qu'il y a entre ces plusieurs œuvres et sa vie. Il y a le contexte, on ne peut pas y échapper, surtout dans le cinéma. Non, mais après, ça dépend ce à quoi vous vous intéressez. Si vous vous intéressez qu'à l'artiste, il faut faire ce que vous faites. Oui. Si vous vous intéressez à l'artiste et à son époque, c'est différent. Ah, mais non, mais c'est mon projet à moi, je veux dire. Par ailleurs, j'ai lu beaucoup de livres informatifs et j'aurais aimé lire le vôtre, mais je ne l'avais pas en main parce que ça donne des renseignements. Mais dans mon projet à moi, c'est toujours être dans une bulle. Vous savez, c'est une chose qui est considérée comme péjorative, de dire quelqu'un qui reste dans sa bulle cognitive. On dira que Donald Trump est dans sa bulle cognitive. Je dis ça, c'est de rien à voir. Mais tous les artistes sont dans leur bulle. Oui, bien sûr. Tous les artistes sont entièrement dans leur bulle. Oui. Et donc, si je traite d'un artiste comme Sternberg, je le compare à lui-même. Je compare, et donc faire les échos entre sa vie et son œuvre, qui est... voilà. Donc en effet, c'est peut-être assez original quand il s'agit de cinéma. Voilà. C'est à 19h30 de l'Impératrice Rouge, j'arriverai à le dire. C'est l'Impératrice Rouge à la Filmothèque du Quartier Latin, le jeudi 3 avril. À quelle heure ? 19h30. 19h30.